Lorsqu'un problème nous dépasse, il est indispensable de s'en remettre aux meilleurs experts, c'est-à-dire aux experts qui ont fait leurs preuves. Il ne faut pas réinventer la roue et se croire seul, capable, en un temps record, de rattraper notre manque de connaissances pour égaler la compétence des experts. C'est un des aspects positifs de l'argument d'autorité. Si je souhaite parler de physique quantique, par exemple, je ne vais pas réinventer les équations de Schrödinger. Et surtout, je ne vais pas commencer à croire ceux qui prétendent révolutionner la physique quantique alors qu'ils n'ont aucune expertise dans cette discipline. En somme, lorsqu'un problème me dépasse, je me tourne vers les meilleurs experts et même si je ne suis pas d'accord a priori avec ce qu'ils disent, je m'en remets à eux. C'est valable pour absolument tout le monde, qu'on soit président des États-Unis, infectiologue ou youtubeur. Et donc, naturellement, dans cette période de crise, il convient de se tourner vers Didier Raoult, parce qu'apparemment ça se prononce Raoult, éminent expert international en infectiologie, car cet homme est un de nos meilleurs atouts au monde en infectiologie. Et donc ça veut dire que même si ce qu'il propose en infectiologie nous semble étrange ou dérangeant, il convient de lui faire confiance, même si ses propos reposent sur un faible faisceau de preuves. Nous ne sommes pas meilleurs infectiologues que lui, et d'autre part, l'histoire des sciences est de toute façon truffée de grands experts dont l'intuition a permis d'immenses bonds en avant. Et c'est, à mon avis, pour cette raison que l'étude Discovery, la grande étude européenne en cours à la recherche d'un remède contre la Covid-19, a réintroduit l'hydroxychloroquine, donc le principe actif défendu par Raoult, dans ses essais alors qu'elle était préalablement écartée. L'étude Discovery, qui je le rappelle, porte sur 3200 patients pour un essai de 5 traitements différents. 5, donc pas juste la chloroquine. Lorsqu'un expert international du niveau de Didier Raoult est convaincu que son intuition a vu juste au sujet d'un principe actif, qui plus est en situation d'urgence, c'est effectivement un excellent choix de faire une entorse à la méthodologie et d'intégrer cette molécule à l'essai, même sans avoir d'études invitant à la nécessité de le faire, puisque, je le rappelle, au moment où Discovery a réintégré l'hydroxychloroquine, aucune étude ne mettait en évidence de façon robuste l'effet de cette molécule sur le SARS-CoV-2. Il n'y avait alors que 3 indices. Le premier indice, c'est la lettre écrite à un éditeur par des pharmacologues chinois qui annonce de bons résultats. Mais des résultats in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, au contraire d'in vivo, sur un organisme. Pour que vous saisissiez bien la différence que ça fait, je rappelle que in vitro, la chloroquine présente de très bons résultats sur le sida. Mais in vivo, en fait, elle aggrave la maladie. Deuxième indice, une étude de Didier Raoult et son équipe, celle dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, étude malheureusement inutilisable par ses nombreux problèmes méthodologiques. Puisque, comme on l'a vu, les mêmes chiffres auraient pu être obtenus en administrant de l'aspirine. Alors qu'on se méprenne pas, ça veut pas dire que l'aspirine aurait un effet sur la Covid-19, ça veut juste dire que les mêmes chiffres auraient pu être obtenus au hasard. Je vous renvoie vers la précédente vidéo pour bien le comprendre. Le troisième indice, c'est l'intuition d'un des plus grands experts internationaux, Didier Raoult, ça se respecte. Et donc voilà, ces 3 indices étaient suffisants en situation d'urgence pour justifier la nécessité d'introduire l'hydroxychloroquine aux essais de l'étude Discovery. Les sciences ont toutes le même objectif. Produire la connaissance la plus fiable possible, pas parfaite, la plus fiable possible, dans leur domaine de recherche respectifs. Discovery tente donc précisément de voir le plus rapidement possible, en sacrifiant les étapes de faible utilité vu l'urgence. Si tous ces indices conduisent à des preuves, parce que Discovery est une étude robuste adaptée à notre situation d'urgence. Tout ça dans le but de produire un contenu fiable en un temps record. Franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une mise en œuvre héroïque et spectaculaire. Une première fournée de résultats de l'étude Discovery devrait d'ailleurs tomber dans les quelques jours qui arrivent. Moins d'une semaine normalement. Et bien entendu, si des résultats en cours d'étude sont soudainement spectaculairement significatifs, vous vous doutez bien qu'on va pas attendre la date butoir pour en profiter juste parce que c'est comme ça qu'on fait et qu'il faut respecter les règles. Parce que ça, c'est un truc que je retrouve dans les commentaires et je trouve c'est vraiment très naïf, très simpliste, de croire qu'au nom d'une sorte de bureaucratie de la science, on va suivre scrupuleusement des petites règles qui n'ont pas grande utilité en période d'urgence. C'est un petit peu sérieusement sous-estimer les capacités intellectuelles de la communauté scientifique, de croire que on s'accroche comme ça à des petites règles d'éthique parce qu'on avait dit qu'on les respecterait, alors il faut les respecter. C'est pas aussi simple. Mais alors, justement, dans ces règles, comment décider de ce qui est utile et de ce qui l'est beaucoup moins en situation d'urgence? Comment trancher sur ce qui représente une règle d'éthique médicale à ne surtout pas abandonner d'une autre règle d'éthique médicale à planquer sous le tapis en ce moment? Justement, pour ça aussi, il existe des experts. Et le domaine de ces experts, c'est la philosophie des sciences.
l'épistémologie, les questions qui tournent autour de la façon dont on fait de la science, de la façon dont on produit de la connaissance. Grâce, entre autres, à l'histoire des sciences, qui n'en est pas à sa première épidémie, eh bien, ces gens sont les mieux placés pour nous dire ce que l'on peut sacrifier et ce qu'il ne faut surtout pas sacrifier dans la méthodologie. Donc, je vous répète ce que j'ai dit en introduction, qui que je sois, lorsqu'un problème me dépasse, je me tourne vers les meilleurs experts et même si je ne suis pas d'accord a priori avec ce qu'ils disent, je m'en remets à eux. Alors maintenant, posons-nous une question. Si tout est si simple, pourquoi est-ce qu'il y a un débat autour du professeur Didier Raoult ? Didier Raoult, c'est un infectiologue qui, en 2019, a signé en moyenne pas loin d'un article scientifique tous les 2 jours. C'est énorme. Et donc, il lui est reproché d'avoir à son actif un grand nombre de publications et de citations dans d'autres articles, qu'il doit en fait principalement à sa position de directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Ou, pour le dire plus crûment, il lui est reproché de faire apparaître son nom sur de très nombreuses publications par copinage. En gros, il co-signerait un petit peu trop les études de son équipe et de ses copains. De même, il userait un peu trop de ses liens avec certaines revues pour faciliter le processus de publication et de révision par les pairs, etc. Alors, c'est pas bien grave, c'est même compréhensible sous certains aspects parce que tout le monde profite un peu de ses réseaux pour se donner un peu plus de chance. Et en plus, fondamentalement, ça n'enlève rien à sa qualité d'expert. Il a fait de très grandes découvertes qui ont effectivement révolutionné le monde de la microbiologie. Mais ça invite quand même à un petit peu de prudence et de recul quand on parle de son nombre spectaculaire de publications. Si vous voulez, il ne s'agit pas d'un génie seul dans son labo qui sort un papier tous les 2 jours. Donc cette image-là, il faut un petit peu la calmer. Didier Raoult, c'est un homme qui annonce lui-même être un des plus grands experts au monde et le prouve avec un site, Expertscape, un site dans lequel il est classé numéro 1. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors je vais vous montrer. Par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est un site international, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, on appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui est Show Expert, et donc je suis désolé, mais je suis le premier expert. Le problème, c'est que c'est un site dont le responsable explique que l'algorithme de calcul de l'expertise est basé en grande partie sur le nombre de publications et de citations. Alors, ça n'enlève toujours rien à la qualité d'expert de Raoult, qui a véritablement publié plusieurs études révolutionnaires en infectiologie, comme je le disais, mais peut-être qu'utiliser Expertscape pour le mettre en avant, c'est du coup pas le meilleur argument, puisque ce site s'appuie en grande partie sur le nombre de publications et qu'on a vu que ce nombre était un petit peu gonflé par les manœuvres de Raoult. Didier Raoult, c'est aussi un homme qui publie un livre de 90 pages sur la Covid-19, à peine 1 mois après le début de la crise, mais qui annonce en même temps qu'il n'a pas le temps de faire des publications scientifiques en respectant la méthodologie classique, à cause de l'urgence. Alors, je suis pas à sa place, je sais pas comment il a produit ce bouquin, ni comment il organise son agenda, ni ce qu'il aurait à répondre à cette interrogation, mais à ce stade, j'ai envie de dire, soyons prudents. Alors, qu'on se comprenne bien, être prudent, ça veut pas dire n'agissons pas, et ça veut pas dire non plus ne lui faisons pas confiance. Être prudent, ça veut dire attention, ne prenons pas tout pour acquis. Il y a des zones d'ombre à éclaircir, et le temps va inévitablement apporter des réponses qu'il faut être prêt à recevoir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une disposition d'esprit où ce que nous croyons peut être faux. Il faut se tenir prêt à l'entendre, plus encore en situation d'urgence comme maintenant. Et puis Didier Raoult, c'est un médecin qui affirme souvent des choses inquiétantes. On retrouve des propos farfelus de Didier Raoult au sujet du climat, au sujet de l'évolution darwinienne, etc., etc. Alors je sais qu'on peut pas avoir raison tout le temps sur tous les sujets, mais donc je me dis légitimement que Raoult n'a peut-être pas raison tout le temps. Notamment le fait que Didier Raoult, c'est quand même un homme qui a crié « fin de partie » pour la Covid-19, en affirmant qu'une étude chinoise très en avance avait prouvé l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur le SARS-CoV-2. J'avais été interviewé par la télévision chinoise, on m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois et ce que j'attendais des Chinois, que je considère comme les meilleures équipes de virologie au monde. Je leur ai dit j'espère que très très vite les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est
excellente nouvelle. Et d'ajouter qu'il s'agissait en réalité d'une maladie respiratoire très facile à combattre. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Mais il s'est avéré par la suite que l'étude chinoise très en avance dont il parle n'est en fait qu'une lettre écrite à un éditeur par des pharmacologues chinois, et que cette maladie respiratoire si facile à traiter continue aujourd'hui même, plus d'un mois plus tard, de faire des milliers de morts. Est-ce qu'il est dès lors si injustifié que ça de se dire « attention ». Le professeur Raoult est un homme qui fait parfois des annonces un petit peu prématurées. Est-ce que c'est injustifié d'inviter à un petit peu de prudence? Cette prudence qui, je le rappelle, n'empêche nullement l'action. Didier Raoult, c'est un homme qui déclarait encore récemment, mot pour mot, que la méthode scientifique sert en réalité à imposer un point de vue développé par l'industrie pharmaceutique. Que les médecins ne devraient pas réfléchir comme des méthodologistes et que leur place est aux côtés, je cite, des philosophes et des gens d'inspiration humaniste et religieuse. Dans la réflexion morale, qu'il faut se débarrasser des mathématiciens dans ce domaine. Ce sont ces mots que je cite. C'est sa justification lorsqu'on lui demande pourquoi il a quitté le conseil scientifique de Macron. Parce que oui, il a claqué la porte du conseil scientifique de Macron. Alors ça, ce sont des mots qui, encore une fois, invitent à prendre beaucoup de recul, parce qu'il y a là une véritable énigme. Et je pense que j'ai résolu cette énigme. Soyez un petit peu patient. Didier Raoult, c'est aussi un homme qui est très arrangeant avec ce qu'il publie. Disons-le très factuellement, sans jugement. Il fait des copier-coller Photoshop dans ses publications. Comprenez par là qu'il réutilise la même photo, recadrée, avec un zoom, ou en recomposant, donc pour faire comme si c'était une autre photo, dans des publications censées présenter des résultats différents sur des sujets différents. Alors, je vais pas l'accuser de tricherie pour autant. Je sais pas ce qu'il a à répondre de ces évidentes manipulations des données, peut-être qu'il a simplement voulu gagner du temps par exemple. Et en effet, ces copier-coller n'invalident pas de facto les conclusions de l'étude. Mais une fois encore, cette façon de faire m'invite à rester très prudent. Raoult est un homme qui, je le disais, affirmait en février que la Covid-19 était probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter. Il disait ça il y a 40 jours. L'infection respiratoire la plus facile à traiter. Et qui aujourd'hui dit qu'il n'a jamais parlé de remède miracle. Qu'en fait, l'hydroxychloroquine est juste utile pour réduire la charge virale des cas légers. Est-il dès lors si déraisonnable que ça de se demander ce que Didier Raoult dira le mois prochain ? Pour beaucoup d'entre vous, qui avaient été parfois très impolis, voire très agressifs, la question qui prime est celle-ci. Pourquoi ne pas essayer la chloroquine, puisque c'est sans risque, que nous sommes dans une situation d'urgence et que c'est recommandé par un des plus grands infectiologues et microbiologistes au monde? Alors en réalité, c'est pas une vraie question. Vous attendiez pas une réponse de ma part, c'est ce qu'on appelle une question affirmative, c'est le genre de truc que nous autres penseurs critiques avons l'habitude de recevoir, comme le fameux « Ah oui, et comment tu expliques que ?» qui n'est pas une vraie question, qui est un nouvel argument à devoir démonter. Si je décortique cette question, elle contient en réalité 4 affirmations. Primo, il faut essayer la chloroquine, autrement dit, il faut combattre les forces qui tentent d'empêcher cet essai. Secondo, la chloroquine est sans risque, donc on ne risque rien à faire cet essai. Tertio, la situation d'urgence justifie qu'on gagne un maximum de temps, en ne se laissant pas influencer, notamment par la dictature de l'éthique médicale. Un peu à l'image d'une ambulance qui grille les feux rouges et doit pas se laisser stopper par un code de la route qui tiendrait pas compte des urgences. Et quarto, Didier Raoult est un expert internationalement reconnu, tous ceux qui ne sont pas experts doivent donc, à minima, lui faire confiance. Et donc voilà en réalité 4 affirmations qui fonctionnent très très bien ensemble, qui sont convaincantes. Autrement dit, si ces 4 affirmations sont vraies, vous avez raison. Alors je vous rassure tout de suite, je suis pas en train de dire que c'est pas vrai et que je vais me mettre à les démonter, etc. Mais si vous êtes venu chercher du vrai et du faux, du noir et du blanc, celui qu'il faut défendre et celui qu'il faut combattre, vous êtes déjà plus dans le réel. Vous êtes dans un récit de fiction ultra manichéen, ultra simplifié et, excusez du peu, mais naïf. Vous êtes à Hollywood. Alors je sais qu'en ce moment, il faut beaucoup regarder la télé, mais quand même. Je vais simplement vous exposer encore quelques faits. Des faits bruts qui vont vous permettre de repenser à ces affirmations. Donc la première partie, il faut essayer la chloroquine, autrement dit, il faut combattre les forces qui tentent d'empêcher cet essai. C'est le sous-entendu. Mais en réalité, c'est un faux débat, parce que la chloroquine, elle est à l'essai. Il n'y a pas l'armée qui est dans l'hôpital de Didier Raoult en train d'essayer de lui empêcher de donner de la chloroquine. On en donne dans plein d'hôpitaux, tout comme plusieurs dizaines d'autres substances qui seront tout aussi potentiellement le remède à cette crise.
Il y a 23 essais cliniques à base d'hydroxychloroquine qui sont en cours en Chine. Il y a aujourd'hui, 3 avril 2020, des études qui vont dans le sens d'une efficacité de l'hydroxychloroquine et il y a d'autres études qui vont dans le sens d'une inefficacité de l'hydroxychloroquine. Il y a même une étude chinoise qui est très comparable à la première publication que je critiquais dans la précédente vidéo, qui donne les résultats inverses de ceux que Raoult a obtenus. Non seulement l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, mais en plus un cas est devenu sévère précisément dans le groupe des cas traités à l'hydroxychloroquine. Toutes les sources sont bien sûr en description. Pourquoi ne pas essayer l'hydroxychloroquine? Mais on l'essaie. Cette idée qu'on laisserait mourir les gens pour respecter le protocole, excusez-moi, mais c'est une ânerie sans nom, c'est complètement faux. Deuxième partie de l'affirmation, la chloroquine est sans risque, donc on ne risque rien à faire cet essai. Alors je vais commencer par une anecdote personnelle qui n'a rien de scientifique. J'ai eu la chance de me rendre à Kinshasa pour un long séjour, il y a pas mal d'années maintenant. Et donc j'ai dû prendre de l'hydroxychloroquine qu'on retrouve dans le médicament antipaludisme qui s'appelle Nivaquine. Il se trouve que pour moi, et vraiment ça ne tient qu'à moi, jusqu'à aujourd'hui, ce médicament est facilement dans mon top 3 des médocs que j'ai dû prendre et qui m'ont rendu le plus malade. Je passais littéralement 2 heures sur mon lit à avoir la nausée après les prises quotidiennes de doses. Alors, c'est qu'une anecdote personnelle, ça vaut pas grand-chose, mais comprenez que quand on me présente ça comme un truc sans le moindre risque, j'ai immédiatement beaucoup de mal à le croire. Les arguments qui reposent sur le fait que ce médicament était en vente libre, c'est pas des arguments qui ont une valeur scientifique. Vous imaginez vraiment une étude qui dirait la chloroquine est sans risque, la preuve, c'est en vente libre. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce qui est en vente libre est sans risque ? Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, en fait, il y a un vrai risque de fibrillation ventriculaire, autrement dit, et pour faire simple, d'arrêt cardiaque. Sanofi recommande même carrément de ne pas prendre le volant après la prise de ce médicament, ni d'utiliser de machine. Alors, ils annoncent aussi des insuffisances en tout genre, enfin bref, des effets secondaires qui sont loin, très très loin d'être anodins. Vous voyez que c'est pas de l'oscillococcinum. Et puis, il y a les risques collatéraux, qui sont précisément ceux que nous, les penseurs critiques, tentions d'éviter depuis que nous avons entendu les annonces fracassantes du professeur Raoult. Nous anticipions de l'automédication à tout va, une promotion anti-scientifique et populiste de la médecine, conduisant forcément à des excès, à des retards de prise en charge, etc., etc. Et ça n'a pas manqué. Dans l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, Catherine Pogam, chef du service anesthésie-réanimation de l'hôpital Beaujon, rapporte que certains patients débarquent avec leur avocat pour réclamer de l'hydroxychloroquine. Des patients débarquent avec leur avocat en disant à l'hôpital ce que l'hôpital doit leur donner comme traitement. La prochaine fois que j'irai chez mon dentiste, j'utiliserai sa fraiseuse moi-même, et puis s'il veut pas, j'appellerai mon avocat. Un homme est décédé et sa femme est sous soins intensifs après que le couple, dans la soixantaine, ait ingéré du nettoyant pour aquarium qui contenait de la chloroquine. Ils ont considéré ça comme leur meilleure chance. Lundi 30 mars, Dominique Martin, le directeur général de l'ANSM, annonçait une trentaine de cas d'intoxication, dont 3 décès, dû à l'administration hors essai clinique d'hydroxychloroquine. Une autre source encore indique 10 cas en Nouvelle-Aquitaine, occupant en plus de précieux lits en soins intensifs. Le professeur Xavier Lescure, infectiologue à Bichat, annonce également que des patients refusent de participer aux essais cliniques de l'étude Discovery qui ne portent pas sur l'hydroxychloroquine, puisque je rappelle que c'est 5 traitements différents. Tous ces dégâts dont on se serait facilement passé, on les doit à une seule et unique chose, les annonces fracassantes de Didier Raoult. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Ces effets, les réactions conspirationnistes, complotistes, les dommages collatéraux avaient été anticipés par les scientifiques formés à la philosophie des sciences. Je pense qu'à ce stade, la solution à l'énigme Raoult devrait commencer à vous paraître de plus en plus claire. Alors, troisième affirmation, la situation d'urgence justifie qu'on gagne un maximum de temps en ne se laissant pas influencer par la dictature de l'éthique. Un peu à l'image d'une ambulance qui grille donc les feux rouges. Tout le monde souhaite que ça marche, l'hydroxychloroquine. Ou peu importe la molécule. Mais il suffit pas d'affirmer qu'une molécule fonctionne, tout expert qu'on soit. Il faut encore présenter des arguments qui mettront les autres experts d'accord. Les études servent à ça, à présenter des arguments qui, entre experts, entre pairs, seront partagés et formeront le nouveau consensus afin que le plus grand nombre en profite. Parce que les débats scientifiques, je sais pas si vous le savez, mais ça se règle pas dans une pièce à qui sera le plus convaincant parce qu'il a le plus gros CV et le plus de prix et je sais pas quoi. Ça se règle à qui présentera les données reproductibles les plus fiables, point barre, qu'on soit un expert international ou un médecin de campagne. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que les publications de l'équipe de Raoult sont attendues. Et le problème, c'est que c'est la déception. À chaque rendez-vous, encore récemment, Raoult nous présente de nouveaux résultats,
sans groupe contrôle. Si je veux démontrer l'existence d'un effet, par exemple l'effet d'une poudre à lessiver, je vous montre le résultat sur une grosse tache avec ma poudre à lessiver, comparé au résultat sur la même grosse tache, mais avec une autre poudre à lessiver, ou même pas de poudre à lessiver du tout. Et comme ça, vous pouvez mesurer, vous pouvez apprécier la qualité, l'efficacité de ma poudre à lessiver. Toutes les sciences se fondent sur le lien qui existe entre minimum deux choses pour produire une déduction nouvelle. Comparer des faits permet d'en déduire de nouveaux. Maintenant, imaginons que ma poudre à lessiver fait complètement disparaître la tache de façon spectaculaire. On peut alors se permettre, si on est dans une situation d'urgence, de croire que cette poudre est incroyablement efficace. Il n'y a alors pas besoin de groupe contrôle puisqu'elle remplit 100% de sa mission. La tâche a complètement disparu. Ça peut se justifier un truc pareil. Mais en réalité, on compare quand même à quelque chose. Le groupe contrôle, si vous voulez, à ce moment-là, c'est l'idée qu'on se fait de la tâche si on ne la traite pas. Maintenant, imaginez que je veux vous vendre de la poudre à lessiver en vous disant « Regardez, la tâche a un peu disparu. C'est donc qu'elle marche, c'est donc qu'elle est efficace. » Et je ne compare ça à rien d'autre. Oui, mais vous, si vous savez que ça donne le même résultat juste avec de l'eau, est-ce que je dois vous faire l'affront de vous demander si vous achèteriez ma poudre à lessiver ? Parce que l'étude de Raoult sans groupe contrôle, elle présente quasiment le même taux de succès et d'échec que lorsqu'on n'administre pas d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, combo. Et pourtant, elle conclut à l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors, à sa décharge, quand même, faut reconnaître, c'est une étude observationnelle, elle est non clinique, elle est publiée sous forme de préprint, elle n'est pas dans une revue à comité de lecture. Autrement dit, elle n'est pas vraiment publiée. Mais bon, Raoult s'appuie quand même dessus pour dire « Regardez notre étude fabuleuse ». Laissez-moi citer mot pour mot un très grand infectiologue internationalement reconnu sur ce sujet précis. Les études sur les syndromes infectieux ne devraient plus être exploitées sans utiliser systématiquement des témoins négatifs pour évaluer la valeur prédictive positive d'un résultat positif. Le fait que ce concept soit lent à s'imposer est démontré dans des recherches récentes dans lesquelles aucun contrôle négatif n'a été testé. Il est temps de tourner la page des études qui ne contiennent pas de contrôle négatif. Et donc ça, en fait, c'est signé Didier Raoult avant la crise. Alors, beaucoup de gens m'écrivent en me disant également que face aux cas désespérés, il convient de tout essayer. Mais bien sûr que je suis d'accord avec ça. Mais Didier Raoult ne prétend pas, ou du moins plus, traiter des cas désespérés avec la chloroquine, mais bien des cas légers pour lesquels il y a déjà une base de très haut pourcentage de guérison. En outre, les cas désespérés sont bel et bien autorisés à recevoir de la chloroquine, et malheureusement, jusqu'à ce jour, à part dans l'équipe de Raoult, selon ses dires, personne n'a affirmé observer de guérison spectaculaire avec ce coup de poker. Alors peut-être que Raoult a raison, et que les dizaines d'équipes qui ont également essayé ont tort. Mais peut-être que c'est l'inverse. Qui êtes-vous, vous, pour en juger ? Toute une petite phrase qui me revient souvent. Alors, comment expliquer cette sévère dissonance de la part de ce grand expert international, entouré en plus de 14 excellents profils médicaux, parmi les plus grands spécialistes au monde ? Je compte pas son attaché de presse, il dit des conneries sur Twitter. Comment réconcilier ces nombreux prix prestigieux que Raoult a reçus, son CV à rallonge, son statut d'expert parmi les experts, avec toutes ces informations ? Il est temps de vous apporter la réponse à cette énigme, en tout cas ce que je pense être la réponse, en analysant la dernière partie de la question affirmative que vous me posez tous, et vous verrez qu'en fait, vous aviez la solution dans votre propre propos. Didier Raoult est un expert internationalement reconnu, tous ceux qui ne sont pas experts doivent donc, à minima, lui faire confiance. Ça, c'est la quatrième partie de votre affirmation. Alors, on va s'aider d'un autre domaine que j'affectionne particulièrement pour illustrer le problème et résoudre l'énigme. Les jeux vidéo, et plus particulièrement les jeux de rôle. Les jeux de rôle, pas les jeux de rôle comiques. On pourrait illustrer la présente vidéo comme ceci. Alors attention, tous les chiffres que je vais donner sont totalement pifométriques et ne servent que d'illustration. Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, qu'est-ce qu'on a ? On a Didier Raoult, un infectiologue niveau 99, qui est analysé par Samuel Buisseret, niveau 5 en infectiologie. Oui, niveau 5 quand même, parce que je vais pas négliger non plus mes petites connaissances, j'en ai quand même un petit peu. Alors évidemment, vu comme ça, je n'ai aucune compétence pour l'ouvrir sur ce sujet. Mais les rôlistes le savent bien. Tous les boss ont un niveau supérieur au joueur, et pourtant, le joueur a toujours sa chance. Parce que c'est pas le niveau global qui compte, ce sont les statistiques détaillées qui comptent. Et la crise actuelle, c'est pas juste une question d'infectiologie, c'est aussi une question de pharmacovigilance, de biologie, d'épistémologie, de médecine, et je l'ai dit, de philosophie des sciences. De plein de compétences dans lesquelles Raoult, comme n'importe quel être humain, a des points forts
et des points faibles. Et c'est comme ça que tout s'explique. Repensez à la phrase d'introduction. Lorsqu'un problème me dépasse, je me tourne vers les meilleurs experts et même si je ne suis pas d'accord a priori avec ce qu'ils disent, je m'en remets à eux. Je m'en remets à Didier Raoult pour l'infectiologie. Mais Didier Raoult s'en remet-il au philosophe des sciences pour ce qui est de la méthodologie, qui n'est pas son domaine de compétence? Et là, tout devient très clair. Repensez à tous les indices. Ma conclusion, c'est que Didier Raoult est un infectiologue très talentueux, mais qui s'est probablement senti toujours un petit peu freiné dans sa progression par la, selon lui, trop rigide méthode scientifique, un peu à l'image d'un pilote de Formule 1 qui se demanderait pourquoi lui doit respecter les limitations de vitesse sur l'autoroute. Reprenez pas cette métaphore à votre compte pour justifier votre parti pris et la développer, etc. Les métaphores, elles ont des limites, et il faut respecter ces limites, restons sérieux. Et donc, Didier Raoult n'a pas hésité à utiliser le copinage, sa position de directeur, pour augmenter son nombre de publications et de citations. Il a joué avec les règles. Il n'a pas hésité à faire du copier-coller Photoshop pour accélérer la sortie de ses publications, à se passer de groupe contrôle, à intervertir des chiffres, à tronquer des données pour qu'elles s'alignent un petit peu sur son intuition, sur ce qu'il veut faire dire à ses études, sur le message qu'il veut faire passer. Une intuition qui est souvent juste, certes, mais principalement en infectiologie, pas en philosophie des sciences. Didier Raoult est un excellent infectiologue, mais c'est un très mauvais épistémologue, un très mauvais philosophe des sciences. Il critique une discipline qu'il ne comprend pas et qu'il ne connaît pas. Alors la plupart des gens vont répondre à ça « Oui mais enfin, mais c'est un scientifique !»« Ah, l'imagerie populaire de l'homme de science si cher au cinéma !» Ce à quoi je dois vous répondre que, hélas, si on enseigne effectivement d'une certaine façon la méthode scientifique dans les cursus médicaux, on n'enseigne pas pourquoi ces méthodes sont utiles et indispensables. On n'est donc pas capable d'avoir une véritable expertise sur la question qui se pose aujourd'hui: que peut-on sacrifier dans l'éthique médicale en situation d'urgence, lorsqu'on n'est pas formé à la philosophie des sciences? Et donc, à mon sens, voilà pourquoi Didier Raoult pense qu'il est plus important d'administrer de la chloroquine à absolument tous les malades, au nom du serment d'Hippocrate, plutôt que de faire participer ses patients à des essais dans lesquels le malade recevra soit le remède, ce qu'il pense être le remède, la chloroquine, ou un placebo, ou pas de chloroquine, afin de pouvoir comparer les deux groupes. Voilà pourquoi Didier Raoult affirme que la médecine est un art, parce qu'il faut, dans son esprit, savoir dépasser les règles avant tout pour soigner les malades. Et donc il ne fait pas de groupe contrôle, parce que ça reviendrait à faire un groupe dans lequel on ne soigne pas les malades. Mais lorsqu'on est compétent en philosophie des sciences, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il est plus important de produire de la science qui met tous les experts d'accord, le plus rapidement possible, si on veut effectivement sauver le plus grand nombre de vies. Voilà la règle éthique que combat Raoult sans l'avoir comprise. En réalité, en essayant de soigner directement les patients qui se présentent à lui, devant lui, dans son monde réel, en produisant des études qui ne comportent pas de groupe contrôle, il ne se rend pas compte qu'il empêche des guérisons. Des guérisons qui pourraient avoir lieu s'il produisait des données robustes et fiables. Je le répète, il est plus important de produire de la science qui met tous les experts d'accord le plus rapidement possible pour sauver le plus grand nombre de vies. En pensant bien faire, Didier Raoult a en réalité fait perdre du temps à la communauté scientifique. Il a lancé une vague d'hystérie populaire au sujet de l'hydroxychloroquine qui a provoqué la mort de dizaines de personnes. Il véhicule une vision anti-scientifique de la médecine, populiste et intuitive, et il embarque l'opinion publique dans son mépris personnel de la philosophie des sciences. Alors que c'est un domaine crucial en situation d'urgence qui sert précisément à nous faire gagner un maximum de temps, à optimiser le temps passé. Et ça, c'est la discipline qu'il prend pour l'ennemi auquel il ne faut surtout pas se soumettre. Alors heureusement, ça n'a pas empêché Discovery d'être mis sur pied, et qu'on se le dise, que ce soit bien connu de tout le monde, si l'hydroxychloroquine sort gagnante de cette bataille, ce que je souhaite, ce sera grâce aux résultats de Discovery, et certainement pas grâce aux publications de très mauvaise qualité de Didier Raoult. Je veux dire, est-ce que l'expertise de Didier Raoult en infectiologie fait de lui un excellent vétérinaire, ou un excellent sociologue, ou un excellent historien? Ben non. Alors ne tombez pas dans l'illusion logique qui consiste à croire que tous les experts d'un domaine sont également experts en méthodologie scientifique, en épistémologie et en philosophie des sciences. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas simplistes. On n'est pas dans un film dans lequel il y a un héros irréprochable qui doit combattre des méchants. Raoult a des qualités et des défauts, tout comme ses opposants. Il a raison sur certains points, pas sur d'autres. Je vous l'avais dit, le monde est toujours plus complexe, plus subtil que ce qu'on imagine. Alors à l'avenir, quand vous verrez que Raoult s'exprime sur la méthode scientifique, donnez-lui autant de crédit que ce qu'en dirait n'importe quel scientifique. Non seulement c'est pas son domaine de compétence, mais en plus, il affiche un très grand mépris et une rancœur qui semble personnelle pour cette science
qu'il comprend à peine. Alors, dans ma précédente vidéo, au moment de l'enregistrement, je venais de lire des choses horribles en fait sur Raoult, des choses que je vous laisse découvrir par vous-même en lisant la section controverse de sa page Wikipédia. J'ai donc parlé de lui avec un mauvais a priori. Je m'en excuse, c'était pas justifié, j'aurais dû être plus neutre, comme j'essaye de l'être ici. Heureusement, la plupart d'entre vous a compris que ce parti pris, ce manque de neutralité qui me caractérise pourtant habituellement pas, puisait en fait sa source dans des choses non dites, avec un impact quand même relativement léger sur le contenu, ou pour le dire plus simplement, rien ne justifie quand même un retrait de la vidéo précédente, faut pas exagérer. Je vous l'ai dit, j'ai reçu, je m'y attendais bien sûr, une quantité d'insultes faramineuses pour cette dernière vidéo, mais vous en faites pas, vous avez été nombreux à essayer de me rassurer, mais d'abord, le ratio pouce rouge, pouce bleu est à 81% en ma faveur, ce qui est vraiment pas le cas de toutes les vidéos qui parlent de Raoult, ça j'ai été voir. Et donc, merci à la majorité habituellement silencieuse de vous être spontanément manifesté. Et puis ensuite, les commentaires insultants provenaient quasi tous de personnes qui étaient clairement incompétentes. Ça se voyait dans leurs propos, ils utilisaient des arguments qui tenaient pas debout, donc je ne me suis pas trop laissé atteindre par ce genre de trucs. Je cherche en général, insulte ou pas, à trouver des arguments qui me font réfléchir. Et là, c'était pas très... bon, voilà quoi. Alors attention, les rageux, je comprends que vous ayez envie de penser que je suis pas mieux placé que vous pour commenter la situation, mais c'est faux. Il se trouve que ça fait 5 ans que je consacre toutes mes journées à la méthode. Enfin bon, il y a eu des interruptions pour des jobs, enfin bon, voilà. C'est un petit peu normal que j'en sache plus que les profanes sur le sujet de la méthode scientifique, de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, de la pensée critique. C'est des trucs bien distincts, ce sont pas des synonymes. Alors, je dis pas que je suis un grand ayatollah de la chose, mais je suis pas nulle part. Il n'y a pas que expert en infectiologie internationale d'un côté et profane de l'autre. Il y a tout un dégradé de compétences avec un foisonnement de branches qui permettent de se prononcer avec plus ou moins de pertinence sur cette affaire. Ne soyez pas simpliste. J'ai aussi reçu une quantité incroyable de félicitations et d'encouragements. J'ai pas pu répondre à tout le monde tellement il y en a. D'ailleurs, toutes mes messageries sont saturées. Je sais même plus. J'annonce à ma famille et mes amis. J'ai beaucoup de mal à vous répondre en ce moment. Et à ma grande joie, ces félicitations, ces encouragements provenaient en grande majorité de médecins, de pharmaciens, de spécialistes médicaux en tout genre. Vous vous reconnaîtrez et merci à tous. Merci aussi, faut le souligner, à tous ceux qui m'ont apporté, et c'était vraiment un élan incroyable, un soutien financier. Et si je me permets d'en parler, c'est parce que le mois passé, vous avez doublé ma cagnotte Tipeee. C'était très émouvant. Alors, vous le savez, je vis de ce travail et ce que je comprends, c'est que plus que jamais en temps de crise, vous comptiez sur les penseurs critiques pour vous donner leur vision des choses, leur façon d'appréhender l'information. Donc merci pour votre générosité, c'était incroyable. Si c'était comme ça tous les mois, je pourrais engager quelqu'un. Je désespère pas qu'on y arrive un jour d'ailleurs, mais ça, on en reparlera après le confinement, parce que j'ai peut-être un plan, mais ça dépend dans quel monde on va atterrir après le confinement. Et enfin, merci à tous ceux qui sont inquiétés pour ma femme, qui a souffert donc très probablement de la Covid-19. Elle va beaucoup mieux et j'attends à mon tour d'être sorti de la période pendant laquelle il se peut que je commence à développer des symptômes. D'après mes calculs, je pourrais me détendre aux alentours du 16 avril. Donc la petite famille va bien, je vous remercie. Si vous vous demandez qui de Raoult ou de ses contradicteurs a raison, eh bien vous avez tort. C'est la raison pour laquelle, je vous le rappelle, cette petite phrase est là. Elle n'est pas là pour me couvrir, elle est là pour vous protéger de trop me faire confiance à moi ou à n'importe qui d'autre d'ailleurs. Vous pourriez même, et ce serait presque une recommandation, la coller sur votre téléviseur et votre écran d'ordinateur. L'information, je le rappelle, va beaucoup trop vite, nous n'avons pas assez de recul. Point. La question s'arrête là pour tous les chercheurs de vérité à croire et à défendre. La seule promesse que moi je peux vous faire, c'est un petit peu celle de la science si vous voulez. Au fur et à mesure de mes publications vidéo, je corrigerai mes erreurs du mieux que je peux. Ce que je vous présente, c'est une analyse en évolution. Je vous invite aussi très sérieusement à ne pas attaquer l'individu. Raoult est actuellement la cible d'un véritable cyberharcèlement dans le camp des contres. Si vous n'aimez pas Didier Raoult, je vous invite à relativiser grâce à la vidéo de Jean-Baptiste Alexanian, qui est un psychiatre, avec qui j'ai pourtant déjà eu des petits désaccords, mais qui en l'occurrence tape vraiment dans le mille. Ne soyez pas réticents à prendre une bonne leçon, ça fait du bien, vous verrez, et en plus, je m'inclus dedans. Je finirai donc de la même façon que l'excellent article de Juliette Ferry-Danini, une docteure en philosophie et philosophe médicale, article que vous trouverez dans les sources et qui m'a véritablement apporté la pièce manquante du puzzle pour comprendre l'énigme Raoult. Elle finit en rappelant l'article 13 du Code de la déontologie médicale française.
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. J'espère que des proches de Didier Raoult auront la décence, voire l'amitié, de lui rappeler qu'il peut tout aussi bien, in fine, inscrire son nom dans l'histoire aux côtés de ceux qui ont fait plus de tort que de bien, étant pourtant armés du meilleur CV et pétri des meilleures intentions. Quant à toi Internet, je te propose un petit exercice. Faisons un petit peu de pédagogie active. En description, vous trouverez une tribune signée par le professeur Raoult qui s'intitule « L'éthique du raisonnement contre l'éthique de la recherche ». Alors, je vous invite à le lire et à me dire en commentaire, à la lumière de ce que vous avez appris, ce que vous en pensez. Quelle est votre analyse de cet article? Et puis, comme on est en confinement et qu'on a bien le temps, si vous voulez vraiment améliorer votre méthode, je vous invite à aller voir ce qu'en disent les autres, une fois que vous avez mis votre texte, et à vous commenter les uns les autres, à essayer de vous corriger les uns les autres. Moi, je vais venir regarder tout ça, et s'il y a des trucs intéressants, j'hésiterai pas à participer. Alors, une dernière info, et non des moindres, pour les habitués de la chaîne, nous sommes 98 000. Alors si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner parce que à 100 000 abonnés, je vous réserve une petite surprise spéciale confinement que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Soyez prudents, sans que ça signifie bien sûr être inactif, bien au contraire. Sachez trier ce que vous entendez et donc prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs sous la casquette. Courage à tous, les jours qui viennent vont être très éprouvants, on va tous atteindre les pics dans nos pays respectifs. Et bravo à tous ceux qui vont au charbon, qui vont affronter cette saloperie. Bravo à tous ceux qui vont ramasser nos poubelles, à tous ceux qui scannent nos articles en magasin. Vous êtes les piliers de nos vies, on vous aime. Et tous les autres aussi, même les rageux, on a tous besoin d'amour.